bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie. Blague à part, je dois avouer que j'ai une tâche pas facile, je pense. Parce que la question comment avoir une révolution victorieuse, j'ai l'impression qu'on en a parlé beaucoup en fin de semaine, en fait. J'ai presque l'impression de, pas d'introduire une discussion, mais de conclure une discussion. Mais c'est une bonne chose parce que ça prouve aussi que tous les thèmes qu'on a discutés, l'esprit des gens est focusé sur qu'est-ce que ça prend pour changer le monde. Et je pense qu'on peut se poser la question, pourquoi vous êtes même ici, pourquoi on est ici en fin de semaine, tu sais? Pourquoi on n'est pas au tailgate, tu sais? Pourquoi on n'est pas en train de faire autre chose, faire des devoirs, tout ça? Je pense qu'on a tous des raisons différentes d'être attirés par le communisme. Mais je suis sûr qu'il y a un truc qui nous unit, c'est la conviction que le monde dans lequel on vit, c'est pas le dernier mot de l'histoire, puis qu'on peut changer les choses. Donc oui, les thèmes dont je voulais parler ont à peu près tous été touchés d'un angle ou un autre dans la fin de semaine. Mais ce que je vais essayer de faire, c'est faire ressortir certains de ces thèmes, les principales idées. Parce que oui, la question comment organiser une révolution victorieuse, que faut-il pour une révolution victorieuse? Bien, il y a plusieurs personnes qui y ont répondu déjà, la nécessité d'un parti révolutionnaire. Mais il y en a beaucoup à dire là-dessus, en fait. Fait que c'est ça que je vais essayer de faire aujourd'hui, pour vraiment essayer de donner une compréhension de c'est quoi le stade dans lequel on se trouve en tant que communiste. Puis la révolution russe a été abordée de différents angles en fin de semaine. Puis je vais essayer d'en parler aussi un petit peu plus. Puis j'avais aussi peur que la discussion soit abstraite. Ah, une révolution. Mais on le voit ce qui se passe dans le monde. La révolution Gen Z, c'est une discussion vivante sur des choses qui se passent pour vrai en ce moment. On a eu cette semaine la chute du gouvernement au Madagascar, une révolution qu'a menée au gouvernement qui est tombé. Puis c'est l'autre domino. Avant ça, il y avait le Népal. Donc, c'est très actuel ce qu'on discute. Puis ça, évidemment, la vague de révolution qu'on a vue depuis le mois d'août, elle n'est pas sortie de nulle part non plus. Ça s'inscrit dans une vague qui recule d'il y a plusieurs années. Il y a eu le Sri Lanka en 2022, le Kenya en 2024. Puis on voit aussi une énorme radicalisation dans le mouvement ouvrier en Europe, avec la grève générale en Italie, une grève politique contre le génocide en Palestine. Bref, c'est ça la nature de notre époque. Mais évidemment, une révolution victorieuse, pour nous au PCR, c'est pas juste la chute d'un gouvernement. Quand on parle d'une révolution victorieuse, évidemment, on parle d'une révolution qui réussit à renverser le système capitaliste, puis à le remplacer, au lieu des lobbies pétroliers, des lobbies financiers, des entreprises qui contrôlent le monde, qu'on établisse une société où c'est les travailleurs qui dirigent. Puis c'est pour ça qu'on se bat au PCR. Puis le premier truc que je dirais, c'est que les conditions objectives pour une révolution victorieuse n'ont jamais été aussi mûres qu'aujourd'hui. C'est un privilège de vivre dans l'époque actuelle où c'est tellement mûr pour un changement. Puis, parce que les idées communistes, les idées qu'on porte, l'idée d'une société où il n'y aurait plus d'exploitation, qu'il y aurait une société harmonieuse, plus de classe sociale, c'est pas des nouvelles idées, en fait. C'est, à différentes époques, cette aspiration-là, elle est venue dans la tête de bien des gens. Même au 17e, 18e siècle, c'était des idées qui existaient. Puis même avant Marx et Engels, il y avait ce qu'on appelait ce qu'on appelle aujourd'hui les socialistes utopiques. On a un excellent livret sur ce sujet-là, qui était sous une forme ou une autre des penseurs qui voyaient que le système capitaliste est un système destructeur, oppressif, qui avait été, dans un sens, déçu par la Révolution française, qui n'avait pas amené la fraternité sur Terre, puis qui essayaient d'imaginer comment le système pouvait être remplacé. Mais leurs idées étaient utopiques au sens où il n'y avait pas d'application pratique de leur schéma. Puis plus ils arrivaient avec un schéma concret d'à quoi ressemblerait le socialisme, plus ça n'avait rien à voir avec la société. T'sais. Il y a même certains d'entre eux qui pensaient que les industriels seraient du bord de la classe ouvrière, contre les plus riches, les plus parasitaires. T'sais. Mais ce qu'on a avec Marx et Engels,
c'est le mouvement socialiste qui a acquis une théorie qui explique vraiment le capitalisme, puis qui peut expliquer par quels moyens la révolution peut gagner. Puis ça on en a parlé hier. Et Marx et Engels ont commencé à théoriser à une époque où une nouvelle classe sociale émergeait, la classe ouvrière, qui commençait à lutter puis à s'organiser. Puis il y a la fameuse phrase, évidemment, du manifeste du Parti communiste, que le capitalisme crée ses propres fossoyeurs, en parlant de la classe ouvrière. Puis ça, c'est plus vrai que jamais. On a des fois cette idée-là, la classe ouvrière, ça existe-tu vraiment encore, tu sais? Mais on parle évidemment la classe ouvrière, c'est large. C'est les gens qui sortent de l'université puis qui n'ont pas un fonds d'1 million de leurs parents pour se partir une business, tu sais? C'est du monde qui doit aller porter un CV ou 100 CV aujourd'hui, puis pas avoir de retour, tu sais? Les gens qui travaillent pour un salaire. Puis ça, la classe ouvrière n'a jamais été aussi grosse qu'aujourd'hui à l'échelle humaine. Au Canada, on parle de 20 millions de personnes. À l'échelle mondiale, on parle de 1,65 milliard de gens qui travaillent dans les services. 1,65 milliard. On parle de 873 millions de gens qui travaillent dans l'agriculture. On parle de 758 millions qui travaillent dans l'industrie. C'est 3,3 milliards de personnes qui sont des travailleurs, des travailleuses. Fait que si on enlève les enfants, les chômeurs, tout ça, c'est la majorité de la planète. De peu importe l'angle où on regarde ça, la classe ouvrière, c'est l'écrasante majorité de la planète. Puis c'est la classe qui peut renverser le système. Puis le capitalisme, il est basé sur cette contradiction-là, ultimement insurmontable, entre les profits des capitalistes puis le travail non payé des travailleurs. Puis ça va toujours être là, puis périodiquement, ça amène des luttes, des grèves, on en voit au Canada. Mais bref, pour revenir aux conditions pour le socialisme aujourd'hui, pour une révolution, c'est ça aussi, une classe ouvrière énorme qui peut porter cette lutte-là. Mais aussi, ça montre que pour nous, le communisme, c'est pas juste une bonne idée qu'on a pensé, ça serait donc bien le fun. T'sais. Il y a les conditions qui rendent ça possible pour la première fois dans l'histoire. C'est pas juste ça, pour la première fois dans l'histoire, on a la technologie, le savoir, les ressources pour éliminer plein d'emplois dangereux, plein de jobs plates, puis satisfaire les besoins de tout le monde. Fait qu'il y a vraiment un contraste aujourd'hui entre l'énorme potentiel puis le fait qu'on n'a pas renversé le capitalisme. C'est plus ça la question, c'est pourquoi ça n'a pas été renversé si les conditions sont si fertiles que ça. Puis il y a plusieurs éléments de réponse à cette question-là. Pourquoi le capitalisme n'a pas été renversé? Puis ça revient à la question du leadership puis du parti où je vais arriver. Mais aussi, il faut qu'on ait une compréhension comment je dirais, qu'on voit tous les angles à cette question-là, de comment une révolution victorieuse peut survenir, comment ça survient une révolution. On entend souvent que les gens, en général, sont pas prêts pour une révolution. T'sais. Les gens sont trop confortables, trop apathiques, pas assez conscients, assez farfelus une révolution, ou les travailleurs sont trop individualistes. Mais je pense que faut réaliser qu'il y a un petit fond de vérité à cette idée-là, en fait. C'est l'idée que la conscience humaine, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, en fait. La conscience humaine, elle est généralement très conservatrice. C'est pas une surprise que les gens veulent pas de changement souvent. En temps normal, la majorité ils veulent pas la révolution, ils veulent avoir la paix, t'sais. Ils veulent une vie tranquille. Puis qui peut en vouloir aux gens de vouloir ça? La stabilité, des loisirs, une bonne job. Puis même quand les choses commencent à mal aller. T'sais. Puis on le voit en ce moment, il y a des milliers de pertes d'emplois au Canada, surtout dans le secteur de l'industrie automobile. Par exemple, il y a des fermetures d'usines au Québec, il y en a eu une à Sorel récemment. Les gens, quand ils perdent leur job, le premier réflexe, c'est pas « où est la barricade la plus proche? » c'est de mettre à jour son CV puis faire son possible, baisser la tête puis chercher une solution individuelle. Puis j'ai dit hier, puis la conclusion que le système capitaliste est à la source des problèmes puis qui doit être renversé, c'est une conclusion qui peut être difficile à accepter, en fait, que tout ce qui existe autour de nous devrait être remplacé. Mais donc, puis aussi, je pense qu'il y a bien du monde qui voit le système capitaliste puis qui comprennent que ça ne marche pas, mais ils ne savent pas nécessairement quoi faire, en fait. Puis un autre aspect de ça, c'est, vous connaissez sûrement la fameuse phrase de Marx, « Les idées dominantes sont les idées de la classe dominante », qui est une idée extrêmement profonde.
est vrai aussi, que généralement parlant, le poids de l'idéologie, le poids de la tradition, le capitalisme qui inculque l'habitude de faire ce qu'on dit, de ne pas sortir du rang, ça joue aussi. Donc, généralement, non, il faut qu'on comprenne ça, que la conscience n'est pas révolutionnaire en général. Puis la conscience tend à être en retard sur la situation matérielle, en fait. Puis ça peut amener une certaine impatience chez les révolutionnaires. C'est comme, pourquoi le monde ne comprend pas ce que moi je vois, tu sais? Ou pourquoi les gens ne sont pas déjà actifs, tu sais? Puis, mais je pense qu'être marxiste, c'est aussi accepter, comprendre qu'on va être en minorité, puis peut-être même longtemps, en fait. C'est d'accepter qu'il y a une minorité qui atteint ces conclusions-là, puis que la révolution, ça ne vient pas nécessairement du jour au lendemain. Mais on en a parlé dans la séance sur la philosophie marxiste. Notre philosophie puis nos idées, ça nous permet de voir sous la surface. Que sous la surface, ben, les travailleurs subissent des frustrations, voient le chèque de paye qui s'amincit, leur dette personnelle gonflée, leur loyer gonflé, puis pas à peu près à part de ça. Ils voient la corruption des élites, les politiciens qui font tous du pareil au même. Puis à un moment donné, ça devient plus soutenable. Puis c'est là qu'on voit des mouvements, c'est là qu'on voit des révolutions. Puis ça, c'est une autre conclusion importante à souligner. C'est pas les révolutionnaires qui créent les révolutions, en fait. C'est pas les révolutionnaires. C'est le système lui-même qui pousse, qui force des millions de gens à chercher cette voie-là. T'sais. Il y avait une très bonne citation de Trotsky qui résume bien ça. Il dit « Pas plus qu'une guerre, les révolutions ne font une... Pas plus qu'une guerre, les gens ne font une révolution de bon cœur. La différence est cependant en ce que dans une guerre, le rôle décisif, c'est celui de la contrainte. Dans une révolution, il n'y a pas de contrainte, sinon celle des circonstances. La révolution se produit quand il ne reste pas d'autre chemin. » Puis je pense que ça résume bien c'est quoi une révolution, puis quand est-ce que ça survient. Il y en a une autre que vous connaissez peut-être, qui est peut-être plus familière, de Rosa Luxembourg. Elle dit « Avant la Révolution, celle-ci semble impossible. Après la Révolution, elle semblait inévitable. » Puis c'est ça une révolution, ça semble tellement lointain, puis quand ça arrive, c'est comme « Ben oui, évidemment, le monde est tellement fâché, ils n'en peuvent plus. » C'est ça une révolution. C'est ça qu'on voit en Indonésie, au Népal. À chaque fois aussi, c'est un événement accidentel qui part une révolution, presque à chaque fois. T'sais. Quelque chose qu'en apparence n'a pas l'air si important que ça ou si différent de ce qu'on voit d'habitude. En Indonésie, c'était des politiciens qui s'octroient une augmentation de salaire. T'sais. Ça arrive tout le temps. C'est arrivé au Québec il y a quelques années, 30 % de plus pour tous les députés à l'Assemblée nationale. Mais en Indonésie, ça menait à une révolution puis un mouvement de masse. Puis sur la question de l'apathie, les gens sont apathiques, bien c'est ça, une révolution, en fait, c'est des millions de gens apathiques qui deviennent leur contraire, en fait. Puis les solutions extrêmes qu'on leur farfelues deviennent soudainement les meilleures idées possibles, ou les seules idées qui font du sens. Pensez-y, c'est un peu comme... pensez à l'alarme de feu qui est ici, t'sais. Est-ce que ça a du sens de tirer l'alarme de feu maintenant? Non, vous auriez l'air vraiment bizarre, puis le monde dirait « Mais qu'est-ce que vous faites là? T'interromps la présentation, t'interromps l'école, c'est quoi le rapport? » Mais s'il y a un feu, c'est la seule bonne chose à faire. C'est un peu la même chose avec une révolution. Ça a l'air, mais pourquoi on ferait une révolution? C'est pas possible, ça sert à rien. Mais quand les masses n'en peuvent plus, c'est la seule option qui a l'air d'avoir du sens, qui a du sens. Puis aussi, ça crée des situations où il se passe des choses que les gens n'auraient pas imaginées même la semaine d'avant. Est-ce que les travailleurs et les jeunes du Népal songeaient, peut-être qu'on pourrait brûler le Parlement la semaine prochaine? Je pense pas, tu sais. C'est des choses qui surviennent dans le feu de la lutte. Puis quand une révolution commence, c'est contagieux, tu sais. Parce que c'est ça aussi, le capitalisme nous fait penser qu'on n'est pas puissant, qu'on ne peut rien faire. Puis un mouvement de masse, ça commence à faire voir au monde que c'est pas vrai. Tu descends dans la rue avec tous tes collègues, tes amis, puis c'est comme « Oh shit! » On a le pouvoir si on le veut, tu sais. Fait que non, les masses ne sont pas toujours en révolution. Puis en fait, on pourrait même dire que les révolutions, c'est des exceptions dans l'histoire. Mais c'est des exceptions inévitables qui surviennent à un stade ou à un autre. C'est un peu comme un tremblement de terre. Ça n'arrive pas si souvent que ça, heureusement, dans ce cas-ci. Mais on peut étudier les conditions et on sait très bien que des endroits dans le monde où c'est inévitable, un jour ou l'autre, il va y avoir un tremblement de terre. C'est la même chose avec une révolution. On ne peut pas savoir quand ça va avoir lieu. Ça ne sert à rien d'essayer de prédire. Mais ce qu'on sait, c'est que les conditions s'accumulent partout pour des mouvements révolutionnaires. Puis chaque fois, elles donnent tort aux pessimistes.
Puis ça, le marxisme, ça se base sur une confiance dans la classe ouvrière, dans sa capacité à changer les choses. Puis c'est ça qu'on voit dans les mouvements actuels. Quand les travailleurs se décident de se mettre en mouvement, il n'y a rien qui peut les arrêter. Je ne sais pas si vous avez vu, en Indonésie, c'était, je me souviens plus, un des politiciens qui disait « Ah, les manifestations, c'est tellement irresponsable et tout ça. » Puis les manifestations grossissaient, puis plus tard, il était à la télé en pleurant, en demandant aux masses d'arrêter, tu sais. Fait que c'est ça le pouvoir des révolutions. Puis pensez aussi à ce qui s'est passé en Italie aussi, où c'est pas encore une révolution, mais une grève politique contre un génocide. Strictement parlant, ça n'a absolument rien à voir avec les salaires des travailleurs italiens, avec leur gouvernement. Et pourtant, on a eu 2 millions de travailleurs en Italie en grève contre le génocide. Ça montre aussi cet aspect-là, les travailleurs s'en font juste pour leurs intérêts individuels. Mais c'est pas vrai, tu sais. Il y a des moments où ça devient extrêmement pas vrai. Donc là où je voulais en venir, c'est ça, les révolutions ne sont pas la norme, mais elles arrivent, puis on doit se préparer, en fait. C'est ça la différence avec un tremblement de terre, c'est que ça implique des êtres humains conscients. Tu sais. Un autre aspect, puis ça a été discuté en fin de semaine, la question de la spontanéité des révolutions. Puis je pense qu'effectivement, des fois on entend ça, ou vous avez peut-être entendu que, ah oui, les marxistes, vous pensez que le socialisme, c'est inévitable. Et dans un sens historique général, c'est une nécessité de renverser le capitalisme puis de changer de société, si on veut sauver la planète, littéralement. Mais ça ne veut pas dire que la victoire d'une révolution est inévitable. Parce que pensez-y, ce serait quoi le rapport d'être ici en fin de semaine? Si c'était inévitable, je serais chez nous, en attendant que ça arrive. Pourquoi on perdrait notre temps à militer, à s'organiser, si ça va juste arriver spontanément? Mais non, je pense que l'histoire a amplement démontré que ça marche pas comme ça. Mais un truc que je veux dire, c'est qu'il y a un élément spontané dans toutes les révolutions. Puis c'est même, dans un sens, c'est à la fois une force et une faiblesse. C'est une force dans la mesure où, du jour au lendemain, des milliers, des millions de personnes se mettent en lutte, puis surprennent le gouvernement, les politiciens, les capitalistes, puis ça amène toutes sortes de monde qui n'étaient pas actifs. Puis c'est ça qu'on voit aussi, c'est presque un trait de tous ces mouvements-là qu'on voit au Madagascar, en Indonésie, au Népal, même en France récemment, c'est des mouvements qui sont calés par personne de vraiment distinctif. Tu sais, au Madagascar, c'est un groupe Facebook, Gen Z Madagascar, qui organise les manifs. Le mouvement en France, Bloquons tout, c'était parti, honnêtement, je ne suis pas trop sûr de comprendre qui l'a parti. Ça a parti sur Internet. Du monde qui s'organise autour de hashtags ou de mots-clics. C'est vraiment fou quand on y pense. Fait ça, c'est... Puis c'est même une fierté aussi, des fois, de ces mouvements-là. Il n'y a pas de parti, il n'y a personne qui dirige notre mouvement. Puis ils le voient comme une bonne chose. Je parlais, il y a quelques années, une camarade qu'on a dans notre groupe au Sri Lanka. Puis elle disait, ouais, c'était extrêmement difficile de passer un tract pendant la révolution au Sri Lanka en 2022. Personne ne voulait ton tract. Les gens ils voulaient pas d'organisation. Et puis aussi, c'est un produit de l'histoire récente. Les partis ont tellement trahi que c'est comme, on n'en veut pas de parti. T'sais. Mais c'est aussi une faiblesse parce que est-ce que des appels anonymes à renverser le système peuvent renverser le système? Bien, l'histoire montre que non. Puis aussi, l'autre point, c'est que même dans un mouvement spontané ou colère spontanée, bien, il y a des gens qui jouent un rôle de leadership. C'est inévitable, sous une forme ou sous une autre, il y a des gens qui jouent ce rôle-là. Ils ne sont pas nécessairement nommés, ils ne sont pas nécessairement membres d'une organisation, mais ils font pareil. Puis ça, je pense que tout le monde peut instinctivement le comprendre, en fait. Si vous êtes allé à une assemblée syndicale ou une AG étudiante, vous le saurez, tu sais, il y a toujours quelqu'un qui défend très bien ou très mal l'idée d'une grève, par exemple. Il y a toujours quelqu'un qui convainc ses collègues. Il y a quelqu'un qui a écrit le tract qui donne des arguments pour une grève. Tu sais. Il y a quelqu'un qui donne l'idée d'occuper son milieu de travail. On avait écrit un article là-dessus récemment. En 2004, il y avait eu une occupation à Arvida d'une usine qui avait été menacée de fermeture. Puis les travailleurs avaient parti un mouvement d'occupation. Puis il n'y a pas beaucoup de détails là-dessus, mais j'avais fait des recherches. Puis tu sais, dit comment ça a parti. C'est comme, il y a un travailleur qui a proposé l'idée, puis on l'a fait. Mais il faut que quelqu'un ait l'idée, tu sais. Mais bref, dans n'importe quel mouvement, il y a cette relation-là et des gens jouent un rôle de leadership pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Puis la lutte d'idées au sein d'un mouvement, elle n'est pas décidée d'avance. Puis oui, donc même dans les mouvements spontanés, il y a des organisations, il y a des groupes, il y a un leadership.
C'est quelque chose qu'on voit au Madagascar en ce moment, où il y avait une citation d'un manifestant qui a été interviewé par les médias, puis il dit « Ouais, j'ai l'impression qu'on a fait tout le travail, puis là, c'est les plus vieux qui prennent le contrôle du mouvement. » Puis ils essaient de coopter le mouvement. Puis là, il dit « Nous, les jeunes, on aimerait ça, mettre quelqu'un au pouvoir, mais quelqu'un qui n'est pas cette gang-là. » Fait qu'il y a aussi les gens réalisent il faut bien faire quelque chose, il faut bien prendre des décisions puis amener le mouvement de l'avant. Fait bref, il y a toujours quelqu'un qui mène dans les mouvements, dans les révolutions. Puis en fait, ça nous rapproche du problème fondamental parce que le point commun des révolutions qu'on a vues dans l'histoire récente, c'est qu'il y a un énorme contraste entre la puissance du mouvement puis le très peu qui est obtenu de ces mouvements-là, en fait. Puis ça, c'est ce qu'on voit, c'est que dans chaque cas, il y a le problème du leadership qui revient, en fait. Que les organisations qui finissent par mener ces révolutions-là, d'une manière ou d'une autre, freinent le mouvement ou collaborent avec les gens au pouvoir, font une sorte de compromis. « Oh non, il ne faut pas aller trop loin. » Puis il y a beaucoup d'exemples, mais je vais devoir accélérer, puis peut-être qu'on pourra en parler dans la discussion. Mais c'est ça la contradiction fondamentale. Il y a une énorme puissance, puis le leadership, consciemment ou inconsciemment, freine le mouvement, en fait. Puis c'est... Mais ça, en fait, il y a un élément, des fois, s'il n'y a pas de leadership, c'est un peu de la désorganisation. Mais il y a un gros problème, c'est que les organisations qui, elles, existent, comme les syndicats, les partis de gauche, sont le produit de l'époque récente. Puis ça, je pense que c'est important de le comprendre. Que la grande contradiction de notre époque, c'est que les gens sont de plus en plus fâchés, mais la gauche est complètement démoralisée, désorientée, puis les leaders syndicaux, eux aussi, mettent le frein au mouvement. Mais ça, c'est pas un hasard, en fait. On parle du produit de toute une période récente. Puis ça aussi, ça a été expliqué par Nick, notamment, que surtout en Occident, depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y a un énorme boom économique qui est venu avec des illusions dans le capitalisme, puis aussi des vrais gains pour la classe ouvrière, qui ont cessé dans les années 70, qui ont largement reculé. Il y a eu des grosses attaques contre le mouvement syndical dans les années 80, dans les années 90, des grosses défaites, puis aussi un virage à droite dans le mouvement syndical et dans la gauche. Ah ouais, mais on ne peut pas vraiment renverser le capitalisme, on ne peut pas aller trop loin. En plus de ça, il y a eu la chute de l'URSS, qui était vue comme une énorme victoire pour le capitalisme. Puis c'est vrai que la tradition communiste en a subi un gros coup, en fait. Puis les forces du marxisme ont été, si on veut, rejetées en arrière pour toute une période historique. On revient de loin dans un sens, tu sais, le PCR puis notre international, d'essayer de... C'est quasiment comme un retour à la case départ, d'avoir à reforger cette tradition communiste-là. Mais donc, l'idée de la fin de l'histoire, il n'y en a pas d'alternative, c'est des idées qui ont été acceptées par une grande partie de la gauche puis des leaders du mouvement ouvrier. Que le mieux qu'on peut faire, c'est collaborer avec les boss, essayer de convaincre les capitalistes de payer plus d'impôts, donner des bons salaires, tout ça. Mais ça, c'était le produit d'une période où le capitalisme était relativement stable puis que certains gains étaient possibles. T'sais. Mais là, ça a changé, puis ça a changé pas à peu près, puis ça va changer encore plus. Puis on a une nouvelle génération qui arrive. T'sais. Pensez à un jeune de 18 ans aujourd'hui. Il y en a peut-être dans la salle, d'ailleurs. Un jeune de 18 ans a jamais vécu l'âge d'or du capitalisme. Puis pas un jeune de 30 ans non plus, d'ailleurs. 30 ans, c'est encore jeune, by the way. Non, c'est ça, un jeune de 18 ans. Il y avait 1 an pendant la crise de 2008. Il y avait 4 ans pendant Occupy Wall Street. Il y avait 8 ans quand Donald Trump a été élu pour la première fois. À 13 ans, c'était la pandémie. À 16 ans, c'était le génocide à Gaza. Comment ça peut ne pas radicaliser les jeunes d'aujourd'hui? C'est ça la génération qu'on a devant nous. Puis c'est pas comme si les choses allaient être mieux. Mais donc, on a cette contradiction-là entre la radicalisation qui monte puis le leadership qui est encore pogné dans le passé. Puis ça, c'est quelque chose d'objectif, qui existe, puis qu'on doit prendre en compte, puis qu'on ne peut pas changer du jour au lendemain, en fait. Ça va prendre du temps à surmonter cette contradiction-là. Puis dans une large mesure, ça ne dépend pas de nous. Et pourtant, oui, ça dépend de nous jusqu'à un certain point. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire, c'est bâtir un leadership alternatif. C'est partir à l'avance un parti révolutionnaire. Puis c'est ça la réponse courte à la question « Que faut-il pour une révolution victorieuse? » C'est ça la tâche de notre époque, de bâtir un parti révolutionnaire. Peut-être une façon de le voir, c'est de dire, bien, il y a 2 processus ici.
il y a le processus objectif, qui ne dépend pas tant de nous, c'est-à-dire le capitalisme qui pousse les travailleurs au bout du rouleau. Mais le deuxième processus, il est subjectif. C'est construire un parti par nos vrais efforts dans le vrai monde, à temps pour les mouvements. Puis une révolution victorieuse, c'est quand les deux processus coïncident, si on veut. Puis nous, on n'a pas de prise très, très réelle sur l'état de la conscience. Il y a très peu qu'on peut faire, surtout à ce stade-ci. Ce qu'on peut faire, c'est bâtir un parti prêt à temps pour ces révolutions-là. Ça, on a une prise là-dessus. Mais donc, c'est là où je veux nous amener plus proche du concret, c'est-à-dire, c'est quoi nos tâches aujourd'hui pour construire le parti? Les tâches de nous dans la salle. C'est d'abord comprendre c'est quoi. Puis des fois, on entend le mot l'avant-garde de la classe ouvrière, ou un parti d'avant-garde. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. Puis c'est pas toujours connoté positivement, d'ailleurs. C'est vous êtes élitiste, un parti d'avant-garde. Personnellement, c'est pas un mot que j'utilise dans mon vocabulaire de tous les jours, mais il faut quand même comprendre ce que ça veut dire, parce que c'est un vrai terme, qui a une vraie signification. C'est quoi ça, une avant-garde de la classe ouvrière? Bien, c'est le constat que la classe ouvrière n'est pas homogène. Il y a toutes sortes de monde. Il y a des travailleurs qui pensent que le capitalisme, c'est le meilleur système possible. Il y en a qui n'aiment pas le capitalisme, mais qui croient que ce n'est pas possible de le renverser. Puis il y en a qui sont juste indifférents. Mais il y a une minorité qui en vient à la conclusion que non seulement le système, il est pourri, mais il peut être renversé. Puis il doit être renversé. Fait que c'est ça, c'est des gens qui sont en avance, si on veut ça, avant-garde. C'est-à-dire qu'ils ont atteint cette conclusion-là que pas tout le monde a atteint. Puis la tâche, c'est de ne pas juste avoir des gens, chacun sur leur sofa, qui pensent qu'il faut lutter pour le socialisme, mais d'organiser ce monde-là dans une même organisation pour orienter le mouvement ouvrier dans cette direction-là. Puis ça, il faut que ça se fasse avec un programme commun. Puis on peut dire quasiment... on avait une bonne discussion avec Jacob pendant la pause du dîner, puis il demandait c'est quoi... on discutait du parti, tout ça, puis on parlait de la question de ça revenait à la question quasiment, c'est quoi nos idées, pourquoi on les défend, puis d'où elles viennent, tu sais. Puis je pense que un parti, c'est d'abord des idées, en fait. C'est des idées, c'est un programme, puis c'est aussi des traditions, en fait. Je dirais, le PCR, notre parti, il est à la fois jeune et vieux, en fait. On a fondé le PCR en 2024. On a fondé notre international en 2024. Donc, on est jeune et pourtant, on est vieux parce qu'on s'inscrit dans une tradition de dizaines d'années, de 80, de 100 ans de militants qui ont essayé, qui ont amené de l'avant le mouvement, essayé de bâtir un parti révolutionnaire. Donc, cette tradition-là aussi, ça nous a légué des leçons sur quoi faire, quoi pas faire, puis des idées sur ce qui se passe dans le monde. Fait que c'est ça, un parti, c'est des idées, c'est un programme. Puis après ça, c'est un groupe, des structures pour amener ces idées-là dans le mouvement. C'est de ça qu'on parle, en fait. C'est ça le parti qu'on bâtit. Puis là, je pense que c'est le temps où il faut parler un peu de la Révolution russe. Parce que c'est pas pour rien qu'on en parle souvent au PCR. Parce que il y a tellement de leçons, en fait. C'est la première fois dans l'histoire où les travailleurs et les opprimés ont pris le pouvoir, puis l'ont gardé, en fait. Puis ont fait la tentative de bâtir une société socialiste. Bon, ça s'est transformé dans le régime stalinien, évidemment. Il y a des leçons de ça qui dépassent le cadre de ma présentation. Mais malgré ça, les années où ils ont réussi à prendre le pouvoir, établi une démocratie ouvrière, puis fait tout leur possible pour bâtir ça, c'est rempli de leçons, puis c'est ça qu'on veut reproduire aujourd'hui. Puis la seule façon de gagner dans l'avenir, d'avoir une révolution victorieuse, c'est se baser sur les leçons de celle qui a marché. Fait qu'il faut regarder un peu concrètement ce qui s'est passé pour essayer de vraiment illustrer c'est quoi le rôle du parti. Fait que oui, ça s'est passé février 1917, c'est la première révolution, du moins la première de cette année-là, où les travailleurs renversent le régime du tsar, du monarque. Mais ce qui sort de février 1917, c'est d'un côté les bourgeois, les amis du tsar, les journalistes, les avocats, tout ça, mettent en place un gouvernement provisoire bourgeois. Mais de l'autre, sur le terrain, les travailleurs qui forment spontanément des conseils ouvriers, ce qu'ils appelaient les soviets, des assemblées de travailleurs qui commençaient à prendre le contrôle de l'économie, de lieux de travail, tout ça. Fait que tu as vraiment un double pouvoir, une situation pas claire où, dans les faits, les travailleurs ont le contrôle. C'est eux qui... Il n'y a rien qui peut être décidé sans que les soviets soient d'accord.
mais formellement, c'est un gouvernement bourgeois. Puis au sein des soviets, des assemblées de travailleurs, ben, les bolcheviks, qui étaient le parti révolutionnaire, étaient une minorité au début. Ça, c'est presque toujours le cas, d'ailleurs, dans les révolutions, que ce n'est pas le Parti communiste qui est directement la première option, en fait. Souvent, même dans les moments révolutionnaires, les masses cherchent d'abord l'option qui a l'air plus facile, en fait. Puis il y avait les partis qu'on pourrait généralement appeler réformistes, les mencheviks, les socialistes révolutionnaires, les SR. Eux, il y avait la majorité dans les soviets. Puis ils utilisaient cette majorité-là pour dire « Ah, ben, faut pas aller trop loin, il faut soutenir le gouvernement bourgeois, tout ça. C'est trop tôt pour parler de pouvoir des travailleurs, de socialisme et tout ça. » Puis l'approche de Lénine, c'est de dire, ben on est en minorité, c'est pas grave, on peut rien y faire, mais les événements de la Révolution vont amener les masses à nos idées, en fait. Puis c'est ça. Puis les bolcheviks ont commencé en février avec 8000 membres dans un pays de 150 millions d'habitants, ce qui était une extrême minorité. Mais quel genre de minorité? Une minorité active, qui avait les mêmes idées, qui était prête à amener ces idées-là dans la classe ouvrière. Puis au fil des mois, le gouvernement provisoire va se discréditer, régler aucun des problèmes des travailleurs et des paysans, puis ça va discréditer tous ceux qui appuient le gouvernement. Puis les travailleurs eux-mêmes se radicalisaient. Ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans chaque révolution. Puis ça revient à un truc qu'Olivier a dit tantôt, dont je veux parler, les travailleurs qui ne sont pas intéressés à la théorie, aux idées. Non, tu as vraiment dans une révolution une soif d'idées puis une soif de comprendre. Il y a une citation ici qui date de cette époque-là. C'est dans un livre qui s'appelle Les 10 jours qui ébranlèrent le monde, 10 Days That Shook the World, un excellent livre d'un gars qui était là en 1917. Puis il dit la chose suivante, c'est un journaliste américain. Il dit « Nous sommes arrivés devant la 12e armée, derrière Riga, où des hommes émaciés et sans bottes souffraient dans la boue de tranchées désespérées. Et quand ils nous ont vus, ils se sont levés, le visage émacié et la chair bleutée visibles à travers leurs vêtements déchirés, demandant avec empressement « Nous avez-vous apporté quelque chose à lire? » C'est ça, les gens voulaient apprendre, voulaient avoir les mots d'ordre, les messages, un leadership dans un sens. Puis même les travailleurs, à un moment donné, il y a une anecdote pendant juillet 1917, qui était un moment où les travailleurs voulaient prendre le pouvoir. Bien, une couche avait compris la nécessité que les soviets prennent le pouvoir, puis les leaders mettaient encore le frein, tu sais. Puis il y en a, il pogne un des leaders par le collet, puis il dit « Prenez le pouvoir pendant qu'on vous le donne. » C'est ça l'humeur à l'époque. Mais ces leaders-là ne voulaient pas prendre le pouvoir. Mais la différence fondamentale, c'est qu'il y avait le parti bolchevique, qui à travers toutes ces étapes-là de la Révolution, a réussi à gagner de l'autorité, gagner la confiance, puis a réussi à mener, en fait, avec leur fameux slogan, tout le pouvoir aux soviets. Ils ont été en mesure de canaliser l'énergie des masses, puis organiser la prise du pouvoir par les soviets en octobre 1917. Puis après ça, c'était un congrès des soviets en octobre où les bolcheviks avaient une majorité absolue, d'ailleurs, des délégués, 52-53 %. Ils décrètent que le gouvernement provisoire n'existe plus. Ils organisent l'arrestation des ministres, la prise de contrôle de la ville, puis ils déclarent que les travailleurs sont au pouvoir. Puis après ça, ils ont passé décret après décret, un décret sur l'autodétermination des nations, un décret qui nationalisait les banques, un décret sur le contrôle ouvrier dans les milieux de travail. Puis c'était ça. Puis dans le fond, ce que les bolcheviks faisaient, c'était consolider ce qui existait déjà. C'est-à-dire les travailleurs avaient le pouvoir, mais il n'y avait pas d'organisation jusqu'à date qui l'avait sanctionné puis qui l'avait consolidé. Puis aussi, par leur action, les bolcheviks renforçaient la révolution. Des fois, il y a cette fausse dichotomie, c'est comme « Ah, mais on ne veut pas des leaders qui nous disent tous quoi faire dans le mouvement. » tu sais. Mais l'affaire, c'est qu'un bon leadership, ça crée les conditions pour que les masses prennent le mouvement dans leurs mains, en fait. C'est ça qu'on voit. Quand les leaders, ça arrive des leaders syndicaux qui callent une grève générale ou qui appellent à... En fait, un exemple. La grève d'Air Canada cet été. Pas une révolution, évidemment. C'est quoi le terme? Les agents de bord, merci. Les agents de bord qui se font tomber dessus en l'espace de 12 heures par le gouvernement fédéral. Votre grève est illégale, rentrez à la maison. Puis, dans ce bref moment-là, à leur crédit, les leaders syndicaux ont dit « Non, on ne respecte pas cet ordre antidémocratique de retourner au travail. » Puis vous vous rappelez peut-être l'image du leader syndical qui déchire la demande de retourner au travail. Fait que pendant un bref moment, le leadership, puis dans ces conditions-là, l'ambiance était électrique, puis les travailleurs étaient comme « Fuck yeah, c'est ça qu'on veut, exactement. » Bon, ils ont trahi par la suite,
Mais le point, c'est qu'un bon leadership crée les conditions pour que les masses s'impliquent encore plus. T'sais. Puis il y avait même une citation de Lénine intéressante à l'époque. Après la prise du pouvoir, il dit « Je suis un peu malaisé parce que les paysans viennent me voir et me demandent quoi faire. » Puis moi, ce que je leur dis, c'est « Je le sais pas, faites-le, prenez le pouvoir puis faites ce que vous voulez avec. » C'était ça ce que les bolcheviks essayaient de cultiver, de prendre le pouvoir, mais de dire « C'est à vous, les paysans et les travailleurs, de sanctionner ce pouvoir-là. » Fait que c'est ça un leadership révolutionnaire. Ça crée les conditions aussi pour que les masses prennent le mouvement dans leurs mains. Puis je pense que cette révolution-là est un sujet intarissable. on pourrait en parler pendant des heures. C'est rempli de leçons sur ce que nous, on doit faire aujourd'hui. Mais évidemment, la raison principale pourquoi il faut en parler, c'est que c'est une révolution qui contraste avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Puis la raison pourquoi la révolution russe a gagné, c'est pas parce que les travailleurs russes étaient plus radicaux, ou plus intelligents, ou rien de ça. C'est la présence d'un parti révolutionnaire. C'est la seule différence. Il y a plein d'autres luttes extrêmement inspirantes qui vont extrêmement loin et qui se finissent quand même en défaite. Puis ça, c'est la différence. Mais je pense qu'il faut discuter aussi, c'est le fait que les bolcheviks ne sont pas apparus spontanément, en fait. Ça prend du temps, comme ça a été dit en fin de semaine, ça prend du temps bâtir un parti révolutionnaire. On ne peut pas changer le monde du jour au lendemain. Puis des fois, c'est une idée qui peut être difficile à accepter, en fait. Je me rappelle, moi, quand j'ai rejoint le parti, une des dernières, tu sais, je commençais à être convaincu, ah oui, le marxisme. Quand tu commences à lire, c'est difficile d'argumenter contre. C'est comme, there's no way back, t'es rendu. Tu peux plus défaire ce que tu as lu. Fait que, ah oui, c'est bien beau le marxisme, mais la planète brûle. Il faut faire quelque chose tout de suite, tu sais. Je ne peux pas attendre qu'on bâtisse un parti révolutionnaire. Mais à un moment donné, quand tu comprends que l'urgence, c'est de renverser le capitalisme, puis que malgré l'urgence, ça prend du temps, il n'y a pas d'autre conclusion que de dire, bien, je vais mettre mon temps dans construire un parti qui, ultimement, peut renverser tout ce système-là. Je vais rejoindre quelque chose qui est plus grand que juste ma personne individuelle. Puis l'histoire des bolcheviks est pleine de leçons sur ça. Comment bâtir un parti, quoi faire. Parce que le mouvement marxiste, il était né à peu près 35 ans avant la Révolution de 1917. Fait qu'ils ont passé 35 ans à construire le parti, sous une forme ou sous une autre. Je suis en ce moment tombé dans un rabbit hole de lecture sur les années 1860 à 1890 en Russie. C'est extrêmement intéressant. Puis ça correspond beaucoup au stade auquel nous, on se trouve aujourd'hui, les communistes, au Québec et au Canada. Puis il y avait à l'époque, quelqu'un l'a mentionné hier, le mouvement qui attirait le plus les jeunes à l'époque, c'était le mouvement terroriste, en fait. Les narodniks, l'idée de poser des bombes, assassiner des policiers pour susciter la révolution, faire quelque chose. T'sais. Puis ce mouvement-là, c'est complètement détruit, en fait. Parce que de faire des actes terroristes, mais ça amenait la répression, puis ça détruisait le mouvement, et les paysans et les travailleurs ne se soulevaient pas. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais il y a un petit groupe qui a été mis en contact avec les idées marxistes qui existaient déjà, puis ça a été une révélation, en fait. C'est ça la voie à suivre, c'est ça les idées qu'on doit amener en Russie pour émanciper les travailleurs et les paysans. Puis ça a commencé avec 5 personnes en 1883, un groupe de 5 qui s'appelait le Groupe d'émancipation du travail, qui a été fondé d'ailleurs pas en Russie, parce qu'il y avait toutes sortes de répressions, ça a été fondé en Suisse. Puis ce groupe de 5-là allait devenir les 8 000 de 1917, qui allaient devenir les 250 000 de la fin 1917. Puis, par où ils ont commencé, en fait? Comment ils ont commencé ce mouvement-là? Ils n'ont pas commencé par faire des actions ou l'unité de la gauche dans l'abstrait. Ils ont commencé par élaborer les idées fondamentales du marxisme, expliquer le marxisme à un petit groupe de gens, en fait. Il y a même un des personnages importants de cette histoire-là, Plekhanov, qui était le premier marxiste russe. Il disait même à l'époque, j'ai ça quelque part, il parlait des premiers écrits. Il dit on est obligé, pour le moment, de se confiner à des textes qui atteignent surtout la couche intellectuelle de la classe ouvrière. T'sais. Il disait nos textes ne sont pas simples, ils sont compliqués, mais c'est ça qu'il faut commencer par faire. T'sais. Puis je pense des fois, il y en a qui peuvent dire le marxisme, c'est pas simple. Moi, je pense que c'est des idées très accessibles, ultimement. Elles sont bien expliquées, sont bien rendues. Mais c'est vrai que ça prend un effort. C'est un effort à étudier une science. T'sais. Puis le marxisme, c'est une science. Mais bref, c'est par là qu'ils ont commencé. Puis les premiers textes de Plekhanov ont jeté les bases pour le mouvement marxiste. Puis au début, c'était des petits groupes isolés hein, qui se passaient des copies du Capital. D'ailleurs, le Capital, c'est un des seuls livres que la censure tsariste laissait passer parce qu'il disait
Les travailleurs ne vont jamais lire ça anyway. Ils se sont trompés pas mal. Mais le point, c'est que c'était d'éduquer une couche de militants dans les idées marxistes. Puis juste pour vous donner une idée du genre de monde qui rejoignait le mouvement, j'ai une citation aussi ici il parle de, je pense que c'est de Plekhanov lui-même ou de quelqu'un d'autre, qui parle d'une de ces recrues-là au parti. Il parle d'un travailleur. Il dit, après son quart de travail de 10 à 11 heures, de 10-11 heures à l'usine, revient à la maison le soir, il s'assoyait à sa table et lisait des livres jusqu'à 1 heure du matin. J'étais abasourdi par la variété et l'abondance des questions théoriques qui l'occupaient. L'économie politique, la chimie, les questions sociales, Darwin, tout ça occupait son attention. Ça aurait pris des décennies pour étancher sa soif intellectuelle. C'est ça le genre de monde, du monde qui passait 10 heures à l'usine, qui arrivait à la maison, puis couvrait un livre marxiste, ou un livre de Darwin, ou de théorie en général. C'était des gens qui étaient prêts à tous les sacrifices pour atteindre la connaissance, puis l'utiliser. Un autre exemple qui dit, ça parle d'un cercle de lecture d'ouvrières, de femmes, qui dit « Je les vois encore, ces fabricantes de caisses, ces savonnières, ces travailleuses du sucre, celles parmi lesquelles j'animais un cercle, pâles, maigres, les yeux rougis, battues, terriblement fatiguées. Elles se réunissaient tard le soir. Nous restions assis jusqu'à 1 heure du matin dans une pièce étouffante, éclairée seulement par une petite lampe à gaz. Souvent, de petits enfants dormaient dans la même pièce et les femmes de la maison faisaient le tour pour écouter si la police arrivait. Les filles écoutaient le discours du leader et posaient des questions, oubliant complètement les dangers. Avec une attention soutenue, elles écoutaient les discours sur l'histoire culturelle, la plus-value, les salaires, la vie dans d'autres pays. Quelle joie illuminait leurs yeux lorsque le chef du cercle sortait un nouveau numéro du journal ou une brochure. C'est ça le mouvement qu'on avait. Puis les premières années du mouvement marxiste, c'était ça. C'est rien de glamour, d'ailleurs. puis ça vient avec ce qu'on fait en ce moment. Le PCR, le gros de notre activité, l'activité communiste, c'est pas particulièrement étincelant, glamour, c'est pas ça qui fait les manchettes, mais c'est absolument fondamental pour un jour faire les manchettes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est important d'établir les fondements. Puis, je veux juste au moins attirer votre attention sur quelques textes de Lénine que je pense que tous les camarades devraient lire. Il y en a un, ça s'appelle « La déclaration de la rédaction de l'Iskra ». Je ne suis pas sûr qu'il est disponible en français sur Internet, mais on l'avait imprimé dans un de nos livrets. Il y a le texte « Par où commencer » de Lénine, de 1901. Ces deux-là sont très courts. Vous pourriez même les lire à soir, sur la route, ou ici. Puis le texte « Que faire » qui est un livre qu'on a, qui ont vraiment jeté les bases pour le mouvement. C'est-à-dire Plekhanov a posé les premiers jalons, mais Lénine, évidemment, a joué un rôle irremplaçable dans la construction du parti. Puis ces livres-là, puis ces textes-là ont jeté les bases du mouvement. Puis dans un de ces textes-là, dans la déclaration, aussi sur la question de c'est quoi le type de parti que Lénine bâtissait, il disait la chose suivante. Avant de nous unir et pour nous unir, en parlant je vais mettre en contexte, il parlait de l'unité des marxistes. Il disait, avant de nous unir et pour nous unir, nous devons commencer par nous démarquer nettement et résolument. Sinon, notre unité ne serait qu'une fiction couvrant le désordre et empêchant d'y mettre fin. On comprend donc que n'ayons pas l'intention de faire de notre journal un simple magasin d'opinions différentes. Nous lui imprimerons une orientation clairement définie. Cette orientation peut être exprimée par un mot, le marxisme. Fait que ça aussi, c'est une idée des fois qu'on entend dans la gauche, il faudrait tous s'unir, pourquoi on ne fait pas juste s'unir sur quoi on est d'accord? Puis Lénine, il dit non, le point de départ, c'est établir clairement qu'est-ce qu'on défend. C'est ça qu'on fait aussi aujourd'hui. Puis le livre « Que faire », il est extrêmement important parce que c'est le débat auquel Olivier faisait référence ce matin. C'est-à-dire, c'est une chose d'être marxiste, mais c'est quoi le rôle des marxistes? Qu'est-ce qu'on fait? Puis il y avait deux tendances, généralement, dans le mouvement. Il y avait les économistes qui disaient essentiellement, le terme économiste, ça n'a pas rapport avec la façon qu'on l'utilise aujourd'hui, mais c'était économiste au sens où il se préoccupait juste des luttes purement économiques des travailleurs, en fait. Puis il disait, non, il ne faut pas parler de politique, il ne faut pas parler de renversement du régime, il faut appuyer les travailleurs dans leur lutte. Il disait, c'est ça le rôle des marxistes. Puis il disait que les travailleurs, de toute façon, ne s'intéressaient pas aux idées politiques. Puis Lénine, dans ce livre-là, il argumente contre ce qui est franchement une insulte envers les travailleurs. Mais il disait que non, en fait, cette attitude-là, ça nous mènerait simplement à défendre des petites réformes sous le capitalisme. En fait, Lénine, il disait le rôle des marxistes, le rôle d'un parti, c'est travailler à élargir les horizons des travailleurs, d'élever la conscience, de connecter les luttes immédiates à la lutte contre le capitalisme.
Puis un autre point fondamental du livre, c'est quel genre de parti on veut. C'est-à-dire un parti, comme je pense Alberto le disait, un parti professionnel, c'est-à-dire qui prend ça au sérieux. De gens qui se consacrent à la lutte contre le capitalisme. Puis un autre élément de la formation des bolcheviks, c'est le split de 1903, en fait. J'ai évidemment pas le temps d'y rendre justice. Le terme bolchevique et menchevique, ça vient de 1903. Il y avait une scission dans ce qui était le Parti social-démocrate marxiste de l'époque. Puis le débat était sur quel genre de parti on voulait ultimement. C'était ça l'essence de ce débat-là. Il y avait un débat sur qui devrait être un membre du parti. Puis les mencheviks disaient n'importe qui soutient nos idées, mais qui ne peut pas nécessairement être actif tout le temps. T'sais. Puis eux, ce qu'ils voulaient dire par là, ils avaient en tête des profs qui ont peur de perdre leur job, mais qui aiment quand même les idées marxistes. T'sais. Puis Lénine disait non, ça prend des gens qui font du travail politique, qui non seulement sont d'accord avec nos idées, mais font du travail politique, c'est-à-dire sont dans une branche du parti, si on veut, puis aident à le construire concrètement. T'sais. Fait que c'était aussi de construire un parti de militants actifs. T'sais. Puis il y en a plein des partis qui ont un membership, tu sais, je pense que Québec solidaire a un membership de 10 ou 20 000 personnes sur papier, tu sais. Mais qui vient vraiment aux assemblées, tu sais? Non, ça prend un parti de gens actifs qui décident de faire le sacrifice personnel, de dire, je vais prendre une couple d'heures par semaine pour aider à bâtir le parti, trouver une nouvelle personne, m'éduquer politiquement, puis aider à bâtir le parti comme ça. Puis un autre point fondamental que je veux au moins mentionner, c'est le rôle du journal. C'est-à-dire, c'est un truc d'avoir un réseau de militants. Mais qu'est-ce que tu as à dire? Puis comment tu le dis? Bien, c'est à travers un journal que les idées, puis que c'est les mêmes idées pour tous les militants. Puis ça, le journal, c'était vraiment la démonstration que les bolcheviks étaient plus que la somme de plein d'individus, en fait. Ils avaient quelque chose qui les unissait. Puis c'est la même chose qu'on a, nous aussi, en fait. Pensez à quand on a commencé à Québec ou Sherbrooke, s'il avait fallu que le camarade fasse son propre journal, en fait. Non, notre premier camarade à Québec, notre premier camarade à Trois-Rivières arrivait avec le produit collectif de toute l'organisation, en fait. Puis c'est ça que Lénine explique dans Que faire. Bref, il y en a beaucoup plus à dire. Mais là-dessus aussi, il y a une caricature qu'il faut combattre, t'sais, parce que Lénine insiste sur les idées, sur élargir les horizons, pas juste expliquer aux travailleurs ce qu'ils savent déjà. Mais la caricature qu'on entend, c'est « Ah ouais, vous, le PCR, vous êtes juste un club de lecture, vous voulez juste discuter des idées. » Puis évidemment, c'est pas vrai, ça. C'est pas vrai du tout. C'est-à-dire, on va participer à toutes les manifs, tous les mouvements qu'on peut, mais c'est vrai que le contenu de notre activité, c'est essayer d'élargir les horizons, puis oui, d'amener des idées, puis on s'en cache pas qu'on veut amener des idées dans le mouvement. Puis c'est ça que les bolcheviks ont fait, puis ils ont par ces méthodes-là, puis par ce focus-là extrêmement rigoureux sur les idées, sur la théorie, ont réussi à bâtir un parti qui n'était pas comme les autres, en fait. Un parti où les gens qui rejoignaient le parti, ils avaient cette confiance-là qui pourrait gagner. Il y avait un rapport de police, en fait, qui date de 1913, un rapport de la police tsariste. Puis il disait la chose suivante, il disait « Au cours des 10 dernières années, les éléments les plus énergiques, les plus courageux, capables d'une lutte inlassable, ont été les organisations et les personnes regroupées autour de Lénine. La faction des léninistes est toujours mieux organisée que les autres, plus forte dans l'unité de ses objectifs, plus ingénieuse dans la propagation de ses idées. » Des méchants beaux compliments, mais le point, c'est qu'ils avaient cette confiance-là qu'ils pourraient gagner. Ils avaient aussi derrière eux une génération qui se disait « Il n'y a rien de plus important dans ma vie que de renverser le capitalisme. » Mais cette confiance-là, elle venait aussi de la cohésion idéologique, en fait, du parti. Puis c'est ça, c'est important. Pourquoi vous insistez tant sur la théorie au PCR? Mais c'est ça. Puis il y a aussi le point que si on s'unit sans être vraiment d'accord, bien, c'est une recette pour être paralysé, en fait, sur n'importe quelle question importante. T'sais. Puis je pense que c'est quelque chose qu'on voit avec n'importe quel parti, ce qu'on appellerait les partis de grande tente, qui essaient d'amener tout le monde dans leur sein. Les DSA aux États-Unis, Democratic Socialists of America, c'est-à-dire, ils sont essentiellement, ils n'ont pas rompu avec le Parti démocrate. Il y a une partie qui veut, une partie qui ne veut pas. Mais c'est une question fondamentale de la politique américaine. Est-ce que oui ou non, on soutient le parti des milliardaires? T'sais? Puis là, ils ont un élu, Zoran Mamdani, qui dit « je suis d'accord avec beaucoup des idées des DSA, mais je n'ai pas le même programme. » C'est pas une organisation homogène qu'on a ici. Puis inévitablement, ça va amener des problèmes. C'est un peu comme si tu es deux personnes dans un kayak. Si vous ne ramez pas dans la même direction, ça tourne. Mais la personne tout seule, elle va avancer. T'sais. Donc, c'est ça, on a besoin de cette homogénéité-là idéologique. Puis une autre variante de l'argument
du focus sur les idées, tout ça, puis sur élargir les horizons, c'est de dire nos idées sont trop radicales pour convaincre tout le monde à ce stade-ci. T'sais. C'est une idée que j'entendais souvent à Québec solidaire. On avait souvent des débats sur la nécessité que QS adopte un programme socialiste, puis je m'en souviendrai toujours une dame qui avait dit dans une des AG, oui, c'est bien beau le socialiste, et moi je suis d'accord, mais je ne pourrais jamais convaincre ma tante en région de la perspective socialiste. Il faut des idées plus consensuelles. Mais ça, moi je pense que les idées marxistes, bien expliquées, peuvent convaincre même les gens qu'on s'attend le moins, en fait. Mais malgré ça, c'est sûr qu'il y a de quoi de vrai là-dedans, que nos idées ne vont pas convaincre la majorité tout de suite. Ça revient à ce que j'ai dit tantôt, la conscience prend du temps à arriver à des conclusions radicales. Mais de diluer nos idées aujourd'hui pour convaincre plus de monde, c'est sacrifier notre demain, en fait, pour des gains à court terme. Mais non, ce qu'on peut et ce qu'on doit faire à ce stade-ci, c'est convaincre la minorité qui est déjà convaincue ou qui est déjà pas loin d'être convaincue, puis l'organiser, puis en faire une force qui peut être prise au sérieux par le reste de la classe ouvrière, puis avoir un impact. Puis en ce sens-là, le stade auquel on se trouve, je dirais, il est similaire aux premières années, ou au moins à la première décennie ou deux du mouvement marxiste en Russie. Dans un sens, on est plus proche du début que de la fin, en fait. Puis je pense que c'est important à comprendre, c'est une idée importante, parce que des fois, il y a cette impatience-là qu'on peut avoir du point de vue personnel, ou en tant qu'organisation, c'est comme « Ah, pourquoi on n'est pas plus gros? » Ça me rappelle ce que Noah disait hier, l'analogie du mur. C'est un peu ça, le capitalisme, c'est comme un gros mur, puis qu'il faut détruire. Puis beaucoup d'anticapitalistes, ils disent « Ah, ouais, le mur est là, je fonce dedans tout seul. » Ça ne marchera pas, tu ne pourras pas défaire le mur. Nous, ce qu'on dit à ces gens-là, c'est « Regarde, le mur, il est gros, fait que prenons un pas de recul, construisons un gros marteau qui peut détruire le mur. » C'est ça, construire le parti, c'est de dire « Tu ne peux pas le faire en fonçant dedans, tout seul. Ça prend le temps de bâtir l'outil qui peut le renverser. » Nous, on est ceux qui disent, qui implorent les gens d'avoir cette patience-là, de construire le parti, puis d'y arriver à temps pour les révolutions. Fait que c'est ça l'outil dont on parle, c'est ça que ça prend pour une révolution victorieuse. Un parti, mais pas juste un parti avec des idées claires. Puis c'est ça qui va faire toute la différence. Puis avec le peu de temps qui me reste, je veux juste donner 2 exemples de comment cette question-là est survenue au sein du parti bolchevique. Parce que j'ai parlé des premières années, mais souvent cette question-là de la clarté théorique, ça devenait la question fondamentale sur laquelle Lénine insistait. C'est-à-dire, après 1905, il y a eu la première révolution russe qui a fini en défaite. Puis après ça, il y a eu, comme on peut s'y attendre, une énorme démoralisation. Puis bien des gens qui commençaient à remettre en question le marxisme. C'était comme, c'est le marxisme en général qui ne nous a pas permis de gagner. T'sais. Puis Lénine a écrit un livre qui s'appelle « Matérialisme et empiriocriticisme », qu'on a en anglais du moins, avec l'idée de défendre les idées fondamentales du marxisme. Puis il était même prêt à rompre avec ses camarades qui abandonnaient le matérialisme dialectique en disant c'est tellement important d'avoir ces fondations philosophiques-là pour gagner. Ce livre-là, encore aujourd'hui, est un classique du marxisme. Puis un autre exemple qui est peut-être encore plus saillant sur la question de l'impatience, c'est l'attitude de Lénine pendant la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si tout le monde sait ça, mais quand la Première Guerre mondiale a éclaté, c'est quoi la première chose que Lénine y fait, ou une des premières choses? Il va à la bibliothèque, puis il lit Hegel. Là, tu peux dire, y a-t-il de quoi de plus catastrophique qu'une guerre mondiale, travailleurs qui sont envoyés se tuer les uns les autres? Puis pourtant, Lénine dit la tâche, c'est revenir à la base, en fait, de réétudier les textes philosophiques de Hegel, comprendre la méthode, puis comprendre le stade dans lequel on se trouve. Puis ça prend une espèce de courage intellectuel pour dire je ne peux pas juste foncer dans le mur. Puis d'ailleurs, les marxistes étaient isolés de toute façon pendant la guerre. Mais il se dit je vais revenir à la base. Puis c'est sur la base d'une compréhension philosophique approfondie qu'il a écrit son livre L'impérialisme, qu'il a éventuellement écrit L'État et la Révolution, puis qu'il a armé le parti pour jouer son rôle en 1917. Puis une des leçons ici, c'est il y a toujours, je pense, sur les communistes, cette pression-là de faire quelque chose tout de suite. T'sais. Il faut faire quelque chose, qu'est-ce qu'on attend? T'sais? Puis beaucoup du travail qu'on fait, comme j'ai dit, c'est pas glamour, c'est sous la surface. T'sais. Mais ce travail-là est absolument essentiel, de former des militants qui connaissent les idées, qui sont capables de les expliquer à d'autres, pour avoir un impact sur la lutte de classe. Ça me rappelait une anecdote
Non, je manque de temps. Je vais la compter après si j'ai le temps. Je vais juste faire un dernier point avant de conclure. Marx expliquait qu'on ne choisit pas les conditions dans lesquelles on est né. Qu'on hérite du passé. On est né dans des conditions qu'on n'a pas choisies, héritées du passé. Mais en tant qu'individu, c'est ça le point où je veux en venir, le rôle de nous en tant qu'individu, le rôle de l'individu dans l'histoire. On n'a pas choisi d'être né dans les 20 à 30 dernières années, ou plus ou moins. Mais ce qu'on peut choisir, mais on peut faire un choix en fait. On a tous fait le choix d'être ici en fin de semaine. Puis il faut faire le choix pleinement, c'est-à-dire on n'a pas choisi le stade de la lutte des classes non plus, mais on peut choisir de comment utiliser notre action personnelle pour faire avancer la lutte pour renverser le système capitaliste. On le sait ce qui s'en vient devant nous, on l'a discuté toute la fin de semaine. Les révolutions surviennent, qu'on le veuille ou non. C'est vivant, ça se passe autour de nous depuis un mois sans arrêt. Mais les actions et la contribution de tout le monde ici va jouer un rôle dans la révolution du futur. Tu sais, des fois, on peut avoir l'impression, Lénine ci, Lénine ça, tu sais. Puis Lénine a joué un rôle absolument fondamental en 1917. Puis on peut dire, mais je ne serai jamais comme Lénine, tu sais. Puis personne ne le sera, puis c'est pas ça le point. Mais le point aussi, c'est que le parti bolchevique, c'était Lénine, c'était les idées, c'était des militants qui ont transmis les idées à d'autres, mais c'est plein de militants anonymes que l'histoire n'a jamais retenus. Des gens qui, en 1917, eux qui arrivaient dans leur usine, qui convainquaient tous leurs collègues sur la base d'idées qui avaient été développées par d'autres. C'est ça l'histoire aussi du mouvement révolutionnaire, où les actions des individus, ça compte en fait. Puis je pense que c'est ça le rôle qu'on doit voir, c'est-à-dire de voir notre place dans l'histoire. Le marxisme, ça donne des outils pour comprendre, pour donner un sens à l'histoire, de comprendre d'où viennent les idées, pourquoi on vit sous le capitalisme, c'est quoi le capitalisme. Puis c'est aussi d'utiliser ces idées-là pour changer le monde. Puis ça, chaque petite action qu'on fait pour bâtir le Parti révolutionnaire contribue à ça, c'est-à-dire de recruter une personne, puis que cette personne-là se développe, on recrute 5. Puis parmi les 5, il y en a un autre qui en recrute 8, malgré que 2 autres ne sont pas restés finalement. Toutes les actions qu'on fait contribuent à bâtir le parti. Je me rappelle, en 2019, on était venu à Québec, en fait. Je ne sais pas si tu t'en souviens. On avait fait une conférence sur l'émancipation des femmes. On n'avait pas de membres à Québec à l'époque. Mais on avait une personne qui semblait intéressée, puis à son crédit, elle avait organisé la conférence. Hélène avait donné la présentation, puis il y avait une douzaine de personnes qui étaient venues. J'étais comme, wow, il y a tellement de potentiel. Puis on n'a pas pu rien faire avec ça, parce qu'on n'avait pas un membre. Pour plein de raisons, on n'a pas pu capitaliser là-dessus. Mais ça me faisait dire, crime, si on avait eu 2 personnes qui étaient restées, ça aurait pu changer les choses. Mais éventuellement, on a trouvé une personne qui est restée. Puis c'est comme ça que ça marche aussi. Tu regardes ceux qui veulent amener le mouvement plus loin. Puis les actions de chaque individu dans la salle vont aider à bâtir le parti. Mais un truc que je dirais, c'est en tant qu'individu, il n'y a rien qu'on peut faire. Mais c'est en tant qu'individu, comme partie d'un collectif plus grand que nous, en fait. C'est comme ça qu'on peut changer la société. Il y a un adage dialectique qui est « le tout est plus grand que la somme de ses parties ». Puis c'est ça le parti, ça nous rend plus que juste notre propre personne avec nos idées, puis nos forces et nos faiblesses. Puis c'est comme ça, si on bâtit un parti de gens qui s'y consacrent pour vrai, du meilleur de leurs habiletés puis de leur temps, qu'on va avoir une révolution victorieuse. Je pense qu'il faut vraiment prendre pleinement acte du privilège qu'on a, en fait, d'être la génération qui voit sous nos yeux le capitalisme s'effondrer. C'est vraiment un privilège, puis je pense qu'il faut en profiter pleinement. On va-tu regarder ça tout seul sur nos selles chez nous ou dans le parti? Je pense que c'est ça la décision qu'on a à prendre, mais il faut profiter de cette occasion-là qu'on a devant nous. Merci. C'est une question absolument fondamentale. Puis pour le dire catégoriquement, le PCR au Québec et au Canada n'aurait jamais existé si ce n'était pas de l'existence préalable d'une internationale, en fait, qui est issue d'une longue histoire de construction de partis communistes partout dans le monde, en fait. Puis c'était, tu sais, quand j'ai dit tantôt que nos premiers camarades à Québec, Sherbrooke, ailleurs, arrivent avec le journal, qui est le produit du travail collectif de tout le parti. De la même manière, le premier camarade qui a bâti la section au Canada à la fin des années 90 arrivait de Grande-Bretagne avec le bagage, l'expérience de toute l'international. Puis aussi, comment tu recrutes à partir de rien
si tu n'as pas une internationale. En fait, à une certaine époque, c'est littéralement tout ce qu'on avait. On avait 2-3 personnes, puis qu'est-ce que tu dis à la 4e? Ah, rejoins mon groupe de 3. Tu n'es pas en train de rejoindre un groupe de 3, tu es en train de rejoindre un groupe de 3 qui fait partie d'une internationale avec des centaines et milliers de gens partout dans le monde. Fait que c'est absolument fondamental de comprendre, d'apprécier l'héritage qu'on a de faire partie d'une internationale, puis d'aider à la bâtir. Puis ça, c'est quelque chose qu'on fait concrètement, c'est-à-dire quand on est adhérent au PCR, une partie de nos finances, de nos cotisations mensuelles vont directement à bâtir notre centre international, aider d'autres sections à se développer ailleurs dans le monde. Donc, ce n'est pas un internationalisme en parole seulement, mais dans les faits, devenir membre, en soi, c'est aider l'international, à tout le moins au niveau financier. Puis c'est pas une mince affaire, les finances, c'est-à-dire c'est le nerf de la guerre pour bâtir une organisation dans le monde dans lequel on vit. Puis également, l'autre aspect, c'est les expériences d'une section de l'ICR aident les autres à éviter des erreurs ou à implanter des bonnes pratiques qui ont eu du succès ailleurs. Donc, c'est absolument fondamental à tout ce qu'on fait. Je vais faire un commentaire sur ce que Félix et Éric ont dit, parce qu'il y a un lien. La question de la conscience qui est conservatrice, effectivement, c'est le fait que la conscience est conservatrice, c'est ça qui permet une révolution. Le fait que c'est pas le développement de la conscience, c'est pas en ligne droite. Ah, les gens deviennent un petit peu plus radicaux, puis un petit peu plus radicaux, puis à un moment donné, il y en a assez pour faire une révolution. Non, c'est un saut, en fait, dans la conscience. Puis juste pour donner un exemple de ça, qui est lié à les commentaires qu'Éric faisait sur les révolutions actuelles, on peut regarder la première révolution russe, celle de 1905. Quelques mois avant la révolution, les ouvriers avaient la bonne habitude de déchirer les tracts des bolcheviks quand ils venaient aux usines pour essayer de les convaincre de quelque chose. Puis la révolution, elle a démarré avec quoi? Avec un mouvement de travailleurs qui viennent au palais du tsar, mené par un prêtre, pour porter une pétition à leur cher tsar. Ils disaient « Mon cher tsar, nanana, nous ne sommes plus capables, nous voulons du pain, du travail et tout ça. » Donc, ça a commencé avec un niveau de conscience, tu pourrais dire, bas, de la confusion, des illusions dans le tsar. Puis cette journée-là s'est terminée avec ce qu'ils appelaient le dimanche sanglant, où les forces du tsar ont tiré sur la foule. Puis ça a lancé la révolution de 1905. Et la révolution s'est terminée presque un an plus tard, d'octobre à décembre 1905, avec une grève générale, une insurrection ratée à Moscou. Donc la révolution, elle a échoué, mais bref, dans cette année-là, les travailleurs se sont radicalisés de manière immense. Ils ont parti d'un mouvement mené par un prêtre, à la fin de l'année, à être mené par les marxistes. Puis sur cette défaite-là, les travailleurs ont tiré les leçons pour gagner 12 ans plus tard. Puis ça m'amène à un autre point, en fait, le caractère du mouvement en 1905. Il y a une leçon très importante à ça aussi, que je pense qu'a déjà été soulignée, mais c'est le fait que les mouvements démarrent rarement ou presque jamais avec une direction marxiste parfaite, évidemment. Mais l'autre aspect, puis c'est lié à la question qu'on a discutée, le fait que devenir marxiste, comme Hélène l'a dit, c'est Lénine, Trotsky et compagnie ont été une minorité presque toute leur vie. Mais ça a des conséquences aussi sur comment on doit exprimer, apporter nos idées, en fait. Puis je veux souligner en particulier deux livres que je pense que chaque camarade devrait lire et étudier, puis c'est La maladie infantile du communisme de Lénine, puis Le programme de transition. Ces deux, ça devrait être sur le livre, la table de chevet de tous les membres, et de tous ceux qui s'intéressent au marxisme puis à comment connecter avec les masses, parce qu'on est une minorité, on pourrait l'être pendant un bout, et le point, c'est que c'est à nous de gagner la majorité qui est telle qu'elle est, qui a des illusions, qui a d'autres idées que nous, et donc avec une extrême patience et flexibilité, en fait. Puis ça, c'est un danger qui guette le communisme, c'est le sectarisme, en fait. La conscience des masses ne correspond pas à nous. Ah, les gens sont tellement stupides et tout ça. Je ne pense pas que personne ici dit ça, mais il y a le point qu'il faut connecter, dialoguer patiemment avec les gens, puis les prendre où ce qu'ils sont, puis les amener à la conclusion qu'il faut renverser le capitalisme. Puis les deux livres dont je parle, c'est une exposition de cette méthode-là. En fait, le programme de transition, c'est dans le nom, en fait, qu'il faut trouver des revendications transitoires. Transitoires entre quoi et quoi? Transitoires entre l'état actuel de la conscience de classe et l'étape dans laquelle se trouve la lutte et l'amener à la conclusion qu'il faut renverser le capitalisme. Puis c'est le capitalisme qui est l'obstacle
à avoir une bonne vie sous le système. Puis il y a plusieurs exemples qu'on pourrait utiliser, mais il y a plein d'exemples de revendications qu'on peut mettre de l'avant pour aider à faire ce pont-là. T'sais. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une inflation galopante. Ça a baissé un peu, c'est encore là. Qu'est-ce que nous, on revendique en période d'inflation? On revendique que dans toutes les conventions collectives, il y a une clause d'augmentation des salaires basée sur l'indice des prix à la consommation. Puis c'est une mesure qui a du sens. C'est la seule façon de combattre l'inflation pour vrai. Puis nous, ce qu'on dit, c'est si le capitalisme n'est pas capable de même donner ça, c'est la preuve que le système ne marche pas. Donc, on utilise ces revendications-là partant des enjeux brûlants, puis ça amène à la conclusion qu'il faut renverser le système. Mais le point fondamental auquel j'essaie de revenir ici, c'est la question de l'approche patiente, non sectaire avec l'extérieur. Puis en fait, devenir communiste. En fait, le stade auquel on se trouve, c'est convaincre ceux qui sont déjà communistes ou déjà intéressés de rejoindre, puis apprendre à convaincre le reste de la classe ouvrière, en fait. C'est ça, si on veut, la double tâche qu'on a. T'sais. Et recruter les communistes, les gens qui sont déjà anticapitalistes, et s'éduquer dans la capacité à convaincre des gens qui ne le sont pas encore, en fait. Puis ça, c'est un art qui prend du temps à développer puis qu'on a besoin. Puis parlant de maladies infantiles, le livre, le livre, il y a une citation là-dedans qui est liée à ce dont Hélène parlait, qui disait quelque chose comme c'est facile de rejoindre une grosse organisation, en fait. Mais c'est pas facile de rejoindre puis de militer, mais c'est infiniment plus précieux quand l'organisation est encore à ses premiers balbutiements. T'sais. Puis je l'ai dit tantôt, on est plus proche du début que de la fin. T'sais. Et donc, c'est d'autant plus précieux d'aujourd'hui se mettre au travail à trouver les 2 prochains, les 5 prochains, les 10 prochains. Puis c'est ça qui prépare le futur parti communiste de masse qu'on essaye de bâtir. Donc, c'est pas facile. Puis je pense qu'il faut aussi prendre pleinement acte des pressions de la société capitaliste. Et pensez-y, être communiste, c'est prendre la décision de s'opposer à tout le système tel qu'il existe. T'sais. Puis ça vient avec d'énormes pressions, la pression de l'opinion publique, la pression « Ah, ouais, les communistes, c'est tellement drôle ce que vous dites », la pression de l'opinion, puis la pression de la vie sous le capitalisme. Si on veut, c'est quoi le plus gros obstacle? T'sais? On peut dire les bolcheviks, quand on regarde ça, il y avait la police, la police secrète, la prison, la Sibérie. T'sais. Il y en avait plein d'obstacles. Nous, on ne fait pas face à rien de ça. T'sais. Les obstacles sont quasiment plus pernicieux, en fait. C'est les pressions de la vie sous le capitalisme, tout ce qui nous fait dire vous ne devriez pas être communiste, vous ne devriez pas vous organiser. Même dans la gauche, c'est un argument qu'on entend non, il ne faut pas s'organiser, tout ça. Puis c'est une énorme pression à laquelle il faut être capable de résister, surtout quand on est un petit groupe. Mais l'autre truc que je dirais aussi, quand je dis on est plus loin, on est plus proche de la fin que du début, il faut aussi avoir un sens de l'histoire puis voir aussi qu'on est vraiment bien parti. Au sens où on a tout ce capital accumulé là de décennies d'expérience. Puis je vous invite aussi à étudier éventuellement les années 30, parce qu'il y a beaucoup de parallèles avec aujourd'hui. Il y a eu le crash de 1929, dépression économique, radicalisation de la classe ouvrière, montée de la droite, montée de la gauche, de l'extrême gauche, montée du communisme. Il y a plein de leçons. Mais à l'époque, c'était une des plus grandes crises de l'histoire du capitalisme, qui est en train d'être dépassée par celle dans ce moment. Mais le mouvement que nous, on défend, les idées de Lénine, les idées de Trotsky, le mouvement était, honnêtement, en lambeaux. Les forces trotskistes étaient un gâchis. Trotsky lui-même avait les idées claires, puis ses textes des années 30 sont éclairants, mais le mouvement était extrêmement confus. Il y avait toutes sortes de gens qui avaient rejoint Trotsky parce qu'ils étaient contre Staline, mais pas nécessairement parce qu'ils étaient marxistes. Fait que c'était plein de groupes vraiment mélangés sur plein de questions. Puis, d'ailleurs, on a écrit un excellent document sur ça qu'on a publié cette année, que j'invite tout le monde à lire. Il est en français aussi sur notre site, sur l'histoire de la 4e internationale, les premières années de l'organisation de Trotsky. Puis je pense que ça démontre le chemin qu'on a fait, c'est-à-dire qu'à l'époque, les forces trotskistes étaient très hétérogènes, très mélangées. Puis je pense qu'une conquête qu'on a dans notre internationale, c'est les idées claires. On a des sections partout dans le monde, du Mexique à l'Argentine, à la Suède, au Pakistan, qui font à peu près toutes la même affaire, qui ont les mêmes idées, qui ont la même perspective de bâtir un parti communiste. Puis ça fait longtemps que ça n'a pas existé, une internationale comme ça. Fait que je pense qu'on peut, en même temps, réaliser qu'on est parti de loin. Puis dans un sens, je pense qu'on n'a jamais été aussi bien préparé pour bâtir un parti communiste. Fait que je pense qu'on peut avoir toute la confiance du monde que si, en sortant de l'école aujourd'hui, chacun et chacune d'entre nous fait sa part, trouve le temps libre,
fait l'espace pour lire, pour s'éduquer politiquement, transmettre ces idées-là de manière passionnée à d'autres, bien, on va le bâtir, le parti que la classe ouvrière a besoin pour mener à terme cette révolution-là. Puis je pense que cette confiance-là ne vient pas de nulle part, c'est la confiance aussi dans la classe ouvrière que Hélène a parlé, qu'on a pleinement confiance dans notre classe, mais ça demande de nous qu'on y mette du nôtre dans l'éducation politique puis dans la construction du parti. Mais je pense que c'est le temps de se mettre au travail, puis l'école en fin de semaine, ben, elle me donne cette confiance-là qu'on va réussir.